encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur Top Pot un Québécois qui, après un bac en bio, a ensuite été formé spécifiquement en génomique évolutive pour finalement obtenir un doctorat à l'Université Laval en 2017 en écologie génomique appliquée aux interactions hôtes-parasites. Quelle est sa motivation profonde? Il veut comprendre pourquoi les systèmes naturels sont apparus en tentant de déchiffrer leurs mécanismes fondamentaux. Juste ça. Bonjour, je m'appelle François-Olivier Hébert, puis je suis biologiste spécialisé en mécanismes moléculaires qui ont plus appliqué à la relation plante, cannabis et humain. J'ai eu la chance d'entrer en contact avec François-Olivier grâce à Chantal Arroyo, qui est la directrice de la clinique La Croix-Verte et la porte-parole de l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical. J'ai contacté Chantal Arroyo après le raid de la SQ sur la clinique La Croix-Verte qui a eu lieu juste avant Noël. J'en ai déjà parlé, je crois. Une descente où les agents de la SQ avaient sorti leur arme de leur étui. Oui, pour ensuite réaliser qu'ils allaient saisir que des feuilles sous forme de dossiers médicaux. Pas de feuilles qui se fument. Quelle déception. Il paraît qu'il y a des vidéos où on les voit réaliser leur erreur. Mais c'est une saga pour une autre fois. Donc, j'ai pris tout mon courage et je me suis dit, Luc, comment éviter de se perdre dans une discussion technique avec François-Olivier qui demanderait au minimum un gros bac, un très très gros bac? J'ai été chanceux, j'ai eu une toute petite idée. En pensant à un bac à fleurs plutôt qu'à un baccalauréat. Un bac à fleurs que tout le monde peut comprendre, moi surtout. Alors, et si le cannabis pouvait parler, il dirait quoi? François-Olivier a été très généreux en acceptant de jouer le jeu. Pour nous, il va faire parler le cannabis. Ou il sera le cannabis. Ou les deux. Pour nous, il va interpeller l'esprit du cannabis. Alors, petit détail technique, pour faciliter l'écoute, je fais un résumé des meilleurs segments. L'indicatif audio vous indique le montage des segments dans le respect de la parole de l'invité. Si le cannabis pouvait parler, que dirait-il des humains qui l'ont découvert? Je pense que si le cannabis pouvait parler, en fait, le cannabis parle déjà beaucoup, de différentes façons, mais on ne comprend pas forcément de façon aussi intuitive que quand on a un langage humain de mammifère, n'est-ce pas? Mais si le cannabis pouvait décrire un peu comment il a été découvert, je pense que ça dépend. En fait, il dirait, j'ai été découvert 2 fois. Une première fois par des peuples plus anciens qui m'ont utilisé parce qu'ils étaient sans doute curieux, puis parce que je poussais dans les environs de leurs établissements grégaires d'individus qui cultivaient, qui consommaient toutes sortes de ressources organiques, biologiques, qui laissaient forcément des déchets organiques dans des environnements qui étaient favorables pour pousser. Donc forcément, j'ai été découverte par curiosité, par des peuples anciens qui avaient l'intuition que je pouvais leur servir à quelque chose, que je pouvais être intégré dans leur pratique, dans leur société. Mais le cannabis, ensuite, en fait, je pourrais dire, si je veux me placer dans la peau organique du cannabis, n'est-ce pas? J'ai été redécouverte à plusieurs reprises, dont après plusieurs millénaires après, en fait, ma première découverte, c'est-à-dire par des hommes, principalement, scientifiques, qui avaient une curiosité particulière pour le monde végétal. Puis, j'ai été découverte à plusieurs endroits.
biogéographiques sur la planète, après m'être développé pendant des millénaires et après avoir été cultivé, puis après avoir été transformé par ces peuples anciens-là. Puis c'est un peu l'Occident qui m'a redécouverte, sans doute par inadvertance, à 3 endroits différents et à 3 moments dans le temps différent. Au début des années 1700, ensuite milieu des années 1800, puis après début des années 1900. Donc, j'ai été découverte pour la première fois par la science dite moderne, par Carl Linné, en Asie du Sud-Est, puis ensuite redécouverte plus tard par Lamarck, plus dans la région de l'Inde. Et puis ensuite, redécouverte une autre fois au début des années 1920 par un scientifique russe en Russie, disons l'ouest ou le nord-ouest de la Russie. Donc, mes 3 versions différentes, adaptées à des régions biogéographiques différentes, ont été redécouvertes à 3 moments différents par 3 personnes différentes qui croyaient que j'étais 3 espèces, mais en fin de compte, j'étais une espèce, Cannabis sativa. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein? Il y a plein de moments, on pense avoir découvert des choses, mais dans le fond, ça avait déjà été découvert avant. Hein? Puis c'est un peu souvent comme ça en science. On découvre des choses, on croit être le premier ou la première, mais finalement, c'est pas, on réinvente rien. C'est ça que je veux dire. On n'a pas un portrait assez réaliste puis complet de l'histoire ancienne humaine. C'est clair qu'on ne connaît pas toutes les anciennes sociétés, mais ce qu'on sait du moins, c'est que les premières preuves de l'usage plus agricole du cannabis, de la transformation plus agricole du cannabis, datent de la fin de la dernière ère glaciaire, qui est aux alentours de, on peut mettre une fourchette assez large de temps, mais de 10 à 15 000 ans là, dans le passé, là, à partir de maintenant. Donc, avant ça, il y a plus de 15 000 ans, ben, la moitié de la planète Terre était recouverte de kilomètres de glace. Donc, quand toutes ces glaces-là ont fondu, ben, ça a créé toutes sortes de refuges glaciaires, ça a créé des nouveaux environnements, puis il y a eu un foisonnement incroyable de la diversité, autant végétale qu'animale. C'est comme ça qu'il y a plein d'espèces de poissons, d'ailleurs, qui sont nés, toutes sortes d'animaux qui ont pu trouver des refuges à certains endroits, puis étant plus isolés avec des barrières géographiques relativement importantes, ben, c'est là qu'ils ont pu se développer en des nouvelles espèces. Donc, c'est là qu'on pense plus ou moins à cette époque que l'ancêtre du cannabis, ce que le cannabis était avant de devenir ce qu'on connaît maintenant comme plante, s'est séparé de son espèce sœur la plus proche qui est le houblon. Donc le houblon, le cannabis devait former plus ou moins la même espèce qui était l'ancêtre commun, si tu veux, du cannabis et du houblon. Puis à ce moment-là, puisqu'il y avait des nouveaux environnements qui étaient créés, notamment des vallées avec des rivières, c'est comme ça que beaucoup de rivières se sont créées. Les glaciers détruisaient tout sur leur passage en fondant, puis ils ont creusé la roche, le sol, puis ils ont créé des masses d'eau, puis donc des endroits qui étaient vraiment complètement à découvert, des vallées, des fjords comme le fjord du Saguenay par exemple, puis ben ça a créé des nouveaux environnements pour que certaines populations de l'ancêtre commun du houblon et du cannabis puissent commencer à diverger puis utiliser ces nouveaux environnements-là. Donc, le houblon est resté plus dans la forêt, puis comme appris à grimper sur les arbres, sur les plantes qu'il y avait en forêt. Puis le cannabis a appris en quelque sorte, c'est sûr que c'est très, très anthropomorphique, là, mais a évolué à bien utiliser les environnements plus style clairière, des environnements très exposés à la lumière, puis sans doute proches des premiers... des premières sociétés grégaires d'humains qui se sédentarisaient en groupe pour essayer de cultiver les plantes qu'il y avait autour d'eux, puis commencer à créer de l'agriculture, à créer des sociétés qui étaient basées sur cultiver des plantes, cultiver des animaux qui mangeaient ces plantes-là. Puis ben, une des premières plantes à avoir fait partie de cet éventail-là de ressources végétales pour les peuples grégaires, ben, c'était le cannabis, entre autres, en Asie du Sud-Est. Donc, c'est sans doute des peuples asiatiques ancestraux qui ont appris à reconnaître la valeur
la valeur, en fait, les multiples valeurs de la plante de cannabis, que ce soit ne serait-ce que pour créer toutes sortes d'outils technologiques, des tissus, on connaît la corde et puis d'outils, de la poterie aussi, puis la valeur nutritive, puis la valeur éventuellement plus sociale, enivrante que le cannabis pouvait leur offrir. Là. Donc, très certainement que c'est des peuples d'Asie et d'Inde, d'Eurasie, dans le plateau tibétain. On peut imaginer que ce seraient les premiers peuples là, qui ont commencé à utiliser la plante. Il y a des reliques archéologiques là, qui datent de plusieurs milliers d'années, 4-5 000 ans, qui démontrent qu'effectivement, il y avait par exemple des tissus en chanvre, qu'il y avait dans l'Égypte ancienne, qu'il y avait des pots en poterie qui servaient à entreposer les graines qui étaient en forme de graines de cannabis finalement parce qu'à l'époque on entreposait les semences des plantes qu'on cultivait dans des pots qui avaient la forme des semences, ce qui est quand même moi ça m'a toujours fasciné. Ça c'est un super bon truc. Au lieu d'écrire sur le pot qu'est-ce que c'est, le pot il est en forme de ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est quand même intelligent. Quand on découvre le cannabis, on doit en fait apprivoiser une famille qui a évolué au fil des millénaires, rien de moins. La classification utilisée par la SQDC pour décrire son offre commerciale de fleurs de cannabis, indica, sativa, hybride, est un héritage, entre autres, du marché noir. Mais qui est donc réellement cette grande famille du cannabis? Oui, ça, c'est un sujet intéressant. Là. Je suis d'ailleurs un peu, je suis là-dedans en ce moment du côté, avec mon chapeau de scientifique de recherche. Là, tout le côté évolution, puis biologie comparative avec les autres groupes d'espèces qui sont fortement apparentés à la plante de cannabis. Donc, la famille du cannabis, en fait, c'est une plante, c'est une espèce qui fait partie du groupe des cannabacées. Puis là, on en a parlé avec le houblon, mais il y a différentes plantes qui font partie des cannabacées, dont le houblon, qui est utilisé pour différentes choses, mais surtout beaucoup pour la bière, évidemment. Là, mais on peut en faire toutes sortes d'extraits naturels. On peut acheter, entre autres, là, à la pharmacie, des extraits de houblon qui contiennent différentes huiles essentielles, là, si on veut, qui sont rapportées comme ayant des effets un peu plus sédatifs, donc pour aider au sommeil, par exemple. C'est les mêmes genres de molécules qu'on va retrouver dans les huiles essentielles de cannabis, parce que c'est des plantes qui, évolutivement parlant, sont très proches l'une de l'autre, qui ont, grosso modo, des voies métaboliques de production de toutes sortes de molécules qui étaient présents dans leur ancêtre commun, donc ils ont hérité de ces capacités-là qui sont communes parce qu'ils étaient plus ou moins la même chose il y a plusieurs milliers d'années, il y a 27 millions d'années en fait, ça fait 27 millions d'années que le cannabis évolue indépendamment de ses ancêtres communs, puis que c'est une espèce à part entière. Donc, tantôt je disais, 15 à 20 000 ans, mais il y a 15 à 20 000 ans, l'humain a commencé à cultiver le cannabis puis à le transformer, mais ça faisait très, très, très longtemps que le cannabis faisait sa vie de cannabis avant que l'humain décide de le transformer puis de l'utiliser. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs autres espèces qui utilisent, qui sont dans la famille des cannabacées. Il y a entre autres Trema orientalis et Parasponia andersoni, qui sont des plantes qui, en aspect physique, n'ont pas vraiment l'air du cannabis, mais qui sont aussi des cannabacées qui ne produisent pas de cannabinoïdes comme tel. Il n'y a pas de THC, de CBD ou d'autres cannabinoïdes mineurs, mais qui produisent, ça c'est intéressant, des métabolites secondaires de type alcaloïde qui sont très semblables sur le plan biochimique aux cannabinoïdes. Parce que en fait, les cannabinoïdes, c'est toute une série de transformations biochimiques qui ont lieu dans la plante avec des enzymes qui vont transformer des molécules de base en d'autres molécules. Ces autres molécules-là vont être retransformées par des enzymes et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils puissent produire les cannabinoïdes classiques, le THC et autres qu'on connaît. Donc, les enzymes qui permettent de produire ça, c'est des enzymes qu'on dit, en anglais, le terme technique, là, c'est
berberine bridge enzyme-like. Fait que c'est des enzymes de berberine, en fait. La berberine, c'est un type d'alcaloïde qui est produit par beaucoup de plantes, puis qui est commune aux cannabacées. Donc, tous les cannabacées ont des tonnes d'enzymes à berberine qui, si on les modifie juste un petit peu, vont soit produire un type de berberine ou un autre, ou des cannabinoïdes. Donc, finalement, on se rend compte que c'est ça, les plantes qui appartiennent à la famille des cannabacées sont des plantes qui sont extrêmement riches en métabolites secondaires, qui sont plus ou moins apparentées toutes les unes aux autres. Puis c'est un peu ce qui en fait la particularité là, biologique ou biochimique, c'est qu'ils ont toute une suite d'enzymes qui leur permet de créer tout un éventail d'outils moléculaires qui sont, entre autres, les phytocannabinoïdes. Puis les phytocannabinoïdes sont très, très proches de plein d'autres alcaloïdes qui sont produits, flavonoïdes et compagnie, dans les plantes qui sont reliées, comme le houblon. Dans le houblon puis dans le cannabis, on retrouve des molécules qui sont vraiment très, très, très semblables. Des fois même, ça peut sentir la même chose, puis ça peut, il y a même possibilité, en fait, de croiser du cannabis avec du houblon, puis d'avoir un hybride cannabis-houblon. Donc ça, c'est assez spécial. Oui, en fait, j'en avais trouvé. J'avais trouvé des semences de houblon mélangées à du cannabis. Puis, j'ai essayé de les faire pousser. Ça n'a pas très bien fonctionné pour plein de raisons. Je pense que j'avais pas l'environnement adéquat. Puis à ce moment-là, j'avais plein de productions en cours pour la recherche, là, évidemment. On n'a pas réussi. On a réussi à les faire germer, on a réussi à les faire pousser, mais elles sont mortes là, au stade de plantules. Je pense que l'environnement n'était pas adéquat. Peut-être une question de sol ou de lumière. Mais c'était proposé comme étant en fait des houblons. C'était vraiment du houblon, mais qui produisent des cannabinoïdes comme du CBD puis du THC puis du THCV. Fait que finalement, ça tombe sous quel aspect réglementaire? Il y a du THC, mais c'est pas du cannabis, donc est-ce que c'est une plante qui est réglementée? Je sais pas. S'enflammer avec les berberines et tout, mais parce que là, je suis là-dedans sur le plan évolutif, mais effectivement, si on veut réduire un peu notre vision de qu'est-ce que c'est le cannabis, mais tu sais, maintenant, le cannabis, il en existe. Tu sais, on peut acheter je sais pas, il y a des dizaines de milliers de sortes de cannabis sur Internet, là, juste à se promener sur les sites de semences et tout. Puis ça, c'est toujours vendu comme... ça me fait bien rire. Ça, c'est 40% sativa, 60% indica, ou ça, c'est tant de pourcents ci ou ça, ou ça, c'est un hybride à X%. Tu sais, bref, en fait, on dit qu'il existe différents types de cannabis, le classique, puis même si c'est encore le cas à la SQDC, là, c'est classé comme sativa, indica, puis plus marginalement ruderalis, mais bon, je pense pas qu'il y a du ruderalis à la SQDC, mais en fait, les 4 grandes sortes de cannabis qu'on distingue de façon plus ou moins familière, je dirais, c'est ça, le cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis, et plus marginalement, le chanvre. Parce que le chanvre aussi, c'est du cannabis, mais c'est pas du cannabis qui est a priori psychoactif. Mais ça, c'est une autre... on pourrait discuter de ça pendant encore une heure, mais puis pourquoi les gens ont décidé d'en faire différents types ou différents groupes ou différentes sous-espèces de cannabis, mais c'est tout simplement parce que à la base, ces différentes sortes de plantes-là n'ont pas le même aspect morphologique. Puis pourquoi ils n'ont pas le même aspect morphologique? C'est parce qu'à l'origine, quand ils ont été découvertes, ces variantes de cannabis-là, elles occupaient des niches écologiques différentes. Donc forcément, les niches écologiques, c'est quoi? C'est tout simplement des habitats, des environnements qui présentent des caractéristiques environnementales, donc des conditions biotiques et abiotiques qui sont variables, qui sont différentes les unes des autres. Donc par exemple, le cannabis sativa était davantage retrouvé en Asie du Sud-Est, hein, comme j'ai mentionné, que c'est un peu
la première variante de cannabis à avoir été trouvée par Linné, puis c'est en 1753, là, c'est ça, j'avais oublié la date, mais c'est 1753 la première découverte en Asie du Sud-Est par Linné, puis dans le fond, c'était des conditions qui étaient davantage humide, très très chaude, beaucoup de lumière. La photopériode, elle change pas beaucoup pendant l'année, c'est-à-dire qu'il y a à peu près toujours abondamment de lumière. Donc, ça fait des plantes qui viennent très 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 grandes parce qu'il y a beaucoup de lumière puis les journées sont longues. Ça fait des grandes feuilles avec des tout petites folioles. Les folioles, c'est des espèces de doigts qu'il y a sur la feuille, donc les petits capteurs. Et puis, donc, ça faisait une morphologie là, qui était très typique de l'environnement dans lequel on retrouvait. Mais par exemple, des plantes qui sont aussi du cannabis, mais qui sont retrouvées dans d'autres environnements, comme c'est le cas de cannabis dit indica, qui est une plante beaucoup plus petite, buissonnante, qui fait beaucoup de branches, qui a des grosses feuilles larges, qui a été trouvée plus, disons, dans le croissant fertile, Moyen-Orient, montagne, qui présente des environnements qui sont plus froids, plus venteux. La photopériode est plus variable, puis il y a, au courant de l'année, là, il y a des périodes où il y a beaucoup moins de lumière que dans les environnements de l'Asie du Sud-Est, donc ça crée des plantes qui sont adaptées à des conditions complètement différentes et donc qui n'ont pas la même morphologie, puis puisqu'ils ne sont pas dans le même environnement, ben forcément, elles n'ont pas nécessairement la même production de métabolites secondaires. Pourquoi? Parce que les métabolites secondaires d'une plante servent principalement à répondre à l'environnement. C'est souvent des messagers, des conditions environnementales, c'est des messagers des invasions phytopathologiques, donc tout ce qui est maladies comme les bactéries, les virus, les prédateurs herbivores. Donc, c'est forcément, si on a deux plantes qui ne sont pas dans le même environnement, ils n'ont pas les mêmes signaux environnementaux, donc ils ne vont pas produire le même assemblage de métabolites secondaires. Puis si nous, ce qui nous intéresse, pour différentes raisons, dont certaines qui sont très de plaisance, n'est-ce pas? Si c'est ces métabolites secondaires-là qui nous intéressent, ben elles n'auront pas le même goût, elles n'auront pas la même odeur, puis elles n'auront pas le même effet. Donc c'est un peu pour ça que d'emblée, quand les chercheurs ont trouvé ces plantes-là qui se ressemblaient, mais qui avaient des aspects quand même assez différents. Le cannabis sativa peut prendre... peut devenir haut jusqu'à 7, peut-être même 10 mètres de haut dans certains environnements. Puis c'est pas des jokes, là, des plantes de 10 mètres de haut, ça existe. Mais il faut que ce soit poussé dans un environnement très, très particulier. Alors que si quelqu'un tombe après sur une petite plante indica dans les montagnes, sur un flanc de montagne froid où des fois il y a de la neige, ben elle va dire ça c'est une plante qui ressemble à cannabis, mais clairement c'est pas la même chose que ce que j'ai vu en Asie qui faisait 10 mètres de haut. Puis ça sent pas la même chose. Les fleurs n'ont pas l'air pareil, elles sentent pas la même chose. Donc, c'était pas illogique d'appeler ça deux sortes de cannabis différentes. Une sativa, une indica, qui est plus adaptée à l'Inde. Puis après ça, un petit peu plus tard, en 1924, quand Janiszewski a découvert le ruderalis, qui était essentiellement une toute petite version du cannabis qui venait à peine quelques, je sais pas moi, peut-être un 40 à 60 cm de haut avec des toutes petites feuilles puis à peine de fleurs qui poussent sur le bord des routes en Sibérie, ben tu dis ok c'est une plante qui ressemble au cannabis mais c'est pas du cannabis vraiment non plus, donc on va l'appeler du cannabis ruderalis qui est quelque chose d'autre. Puis après ça, donc c'est ça, tu sais, il y a les gens par disons simplement par aspect visuel puis par instinct, ont tenté de faire 3 catégories différentes de cannabis, mais sur le plan biologique, il n'y a pas vraiment de barrière à la reproduction entre ces 3 sortes de cannabis-là. Donc, si on veut s'en venir à une définition très stricte de c'est quoi une espèce, ben, ces 3 versions de cannabis-là, ben, c'est la même espèce. Plus marginalement, il y a le chanvre. Ben, le chanvre, c'est aussi ça. Si on regarde un plant de chanvre, ça a vraiment l'aspect de cannabis sativa d'Asie du Sud-Est. C'est des plantes qui viennent très hautes, qui sont pas très buissonnantes, qui vont produire toutes sortes de profils aromatiques intéressants, mais qui essentiellement ne donneront pas l'effet escompté par rapport à du cannabis de type drogue. Donc là, ils ont dit, bon, ben, on fait une autre sorte de cannabis qui s'appelle du chanvre. Puis le chanvre, ben, il sert à faire
toutes sortes d'autres choses, qui a plein de valeurs nutritives, des valeurs en fibres, en transformation technologique, comme on en discutait précédemment. Donc, c'est un peu comme ça que ces 4 sortes de cannabis-là sont nées, mais en vérité, si on regarde dans les profils génétiques et biochimiques, c'est toute la même espèce. C'est sûr que surtout maintenant, avec la mondialisation du commerce, puis surtout dans le cas du cannabis, la plante, elle a traversé toutes les frontières. En fait, il n'y a pas vraiment de frontières pour le cannabis, même malgré la réglementation, c'est interdit dans plein de pays dans le monde, mais du cannabis, il y en a partout sur la planète maintenant, puis ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Alors, c'est pas des frontières ou des règlements ou des gendarmes qui vont empêcher ça, donc, forcément, il y a eu, comme tu dis, une sorte d'homogénéisation qui s'est exercée sur l'espèce. Ce qui fait que maintenant, si on essaie de comparer avec les origines en sativa, indica, blablabla, avec des modèles génétiques qui vont tenter de faire des regroupements entre ces sortes de cannabis-là, ben on constate finalement que la différence qui sépare les groupes qu'on essaie de faire arbitrairement équivaut à regarder la différence entre des Européens puis des personnes qui sont nées en Asie, sur le plan de la différenciation génétique. La différence est aussi mince que ça, mais bon, si on regarde un Européen puis un Asiatique, on le sait qu'ils n'ont pas des mêmes traits morphologiques, qu'il y a des traits très caractéristiques des 2 types de cultures, de population, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont si différents que ça sur le plan génétique, sur le plan biologique fondamental. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est que le marché nord-américain maintenant, puis même je dirais occidental, spécifiquement par rapport au cannabis, est rendu de plus en plus homogène parce qu'il y a toute l'espèce de dynamique d'offre et la demande qui s'exerce sur ce qui est vendu puis sur ce qui est consommé. Tout le monde cherche un peu la même chose. Tout le monde, s'il y a beaucoup de pression dans les consommateurs, dans la culture des gens qui consomment du cannabis, pour que, je sais pas moi, ça soit du gelato blueberry qui sent toujours à peu près la même affaire, ce que les producteurs vont faire, ça va être ce que les gens veulent fumer, donc, ou manger, ou consommer, ou peu importe. Mais donc, il y a cette homogénéisation-là, à mon sens, malheureuse, qui s'exerce depuis plusieurs années sur le marché du cannabis. Les voyageurs fréquents sur Top Pot auront reconnu la berbérine que nous avons évoquée amplement dans l'épisode 62 dédié aux nano-émulsions. Une petite fierté ici sur Top Pot, soudainement. Plus sérieusement, cette discussion avec François Olivier était l'occasion pour moi de comprendre enfin pourquoi le cannabis est une plante qui pousse si facilement partout. Hein, c'est gentil de le dire et de le répéter partout, mais c'est le pourquoi qui nous intéresse sur Top Pot. Pourquoi le pot pousse si facilement sur tous les continents? Si on regarde juste la littérature scientifique, puis c'est un peu ça qu'on est en train de démontrer dans un article qu'on écrit là, avec le chercheur avec qui je travaille au Centre d'innovation de recherche sur le cannabis à l'Université de Moncton, c'est que quand on regarde si je veux mettre si je veux me personnifier en tant que plante de cannabis, je dirais que je suis extrêmement chanceuse d'avoir été considérée comme une bonne espèce compagnonne de l'humain qui m'a pris sous son aile pendant des milliers d'années carrément pour me transformer puis me mettre à sa main pour que je puisse devenir une plante extrêmement performante. Puis maintenant, quand on regarde dans les génomes de cannabis qui sont disponibles actuellement, publiquement, on se rend compte que si je me compare aux autres types de plantes, dans mes gènes, j'ai un éventail extrêmement large de gènes qui me permettent de faire essentiellement 3 fonctions qui me donnent ma distinction particulière, qui est des capacités photosynthétiques extrêmement élevées, combiné à une capacité incroyable de produire une diversité monumentale de métabolites secondaires pour répondre à mon environnement puis m'adapter à mon environnement. Et puis la troisième que je suis en train d'oublier, donc photosynthèse, métabolites secondaires et croissance, métabolisme. Donc métabolites secondaires, mais métabolites primaire également. Donc, métabolite primaire, c'est quoi? Le métabolisme primaire, si on peut dire, qui génère les métabolites primaires, c'est-à-dire c'est tout ce qui est essentiel à la plante
pour la croissance. Donc, c'est quand je veux faire des nouveaux tissus, quand je veux faire des nouvelles feuilles, quand je veux que mes racines se développent, tout ce qui est tissu de base, ben, j'ai des capacités vraiment élevées par rapport aux autres types de plantes auxquelles je peux me comparer pour générer ces tissus-là et les générer rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai des capacités photosynthétiques qui sont très élevées. Donc, moi, comparativement à mes espèces sœurs, par exemple, je suis capable de tolérer des quantités de photons à la seconde qui dépassent largement la plupart des autres types de plantes auxquelles on pourrait me comparer. Puis ça, c'est vrai pour toutes les variations de cannabis qui existent sur la Terre. On peut exposer des toutes petites plantules de cannabis à des quantités de lumière incroyables. Et puis, les plantules vont faire leur vie, elles vont bien croître, puis elles vont jamais démontrer aucun signe de problème, aucun signe de brûlure ou quoi que ce soit. Puis c'est ce qui fait que je suis rendu la plante que je suis rendu, que je peux pousser comme ça en quelques semaines, fleurir, me reproduire, produire des tonnes et des tonnes de graines, puis faire ma vie. Ouais. Ça repose certainement sur des gènes qui vont, certains variants de gènes que j'ai en moi qui produisent des protéines clés qui servent à faire la réception de ces photons-là. Donc là, on peut rentrer dans la complexité des mécanismes de la photosynthèse, mais dans le processus de photosynthèse, il existe toute une chaîne de réactions qui me permettent de faire la réception d'un photon, qui est une particule de lumière. Donc, c'est réduire un faisceau lumineux à une petite particule qui touche mes organes qui font la photosynthèse. Et dans ces organes qui font la photosynthèse-là, il y a des protéines qu'on appelle les photosystèmes qui permettent en fait de recevoir des photons. Et quand ils sont exposés et qu'ils reçoivent ces photons-là, eh bien, ils sont capables de transférer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Puis c'est la capacité de ces protéines-là à transférer l'énergie, à la recevoir puis à la transférer de façon efficace qui fait que je suis capable de recevoir une quantité incroyable de photons à la seconde, puis de les traiter, puis de les transformer rapidement, puis de façon efficace en énergie. Puis cette énergie-là, ben, à quoi elle me sert? Elle me sert à produire des sucres. Puis les sucres, ils me servent à quoi? Ben, à produire des tissus, puis à produire plein d'autres choses, des métabolites secondaires, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, ouais, c'est au niveau des protéines, là, c'est ça. C'est des questions tout à fait intéressantes à laquelle j'ai pas toutes les réponses, mais je pense que c'est entre autres beaucoup ce dont on est en train de se rendre compte, c'est vraiment des variants de ces protéines-là. C'est la qualité puis la structure de ces protéines-là qui font que la photosynthèse peut éventuellement être plus efficace, mais c'est aussi sans doute plein d'autres choses qui entourent le processus. Donc c'est vraiment un ensemble de choses là, qui font que la photosynthèse est différente, est plus efficace. C'est des données qui sont au niveau là, des variants génétiques, des différences de protéines par rapport aux autres sortes de plantes, ou même la variabilité de ces protéines-là à l'intérieur de l'espèce de cannabis, c'est vraiment extrêmement nouveau. Là. Nous, ce qu'on s'apprête à publier, ben, c'est pas publié encore. Donc, c'est vraiment les débuts d'apprendre à connaître Donc, c'est un peu un scoop que je vous donne là aujourd'hui. Oui, c'est un article dans le fond, c'est de la génomique comparative. Donc, c'est une analyse de génomique comparative qui démontre la manière dont l'espèce de cannabis se distingue des autres espèces sœurs proches dans la famille des cannabacées. Donc, en gros, c'est le travail qui a été réalisé au cours des 2 dernières années, je dirais. Là. Donc, c'est ça, c'est un article scientifique qui parle des résultats de cette analyse-là, puis qui démontre comment la plante de cannabis se différencie de ses espèces sœurs de par l'expansion de certaines familles de gènes qui sont reliées aux trois particularités là, que j'énonçais précédemment, en l'occurrence la photosynthèse, les métabolites secondaires, puis la croissance. Donc,
si on compare, si on regarde dans les génomes comme tels par rapport à d'autres sortes de génomes de plantes, ben c'est la grosse signature, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que le cannabis a réussi à étendre des familles de gènes qui lui permettent de réaliser ces fonctions-là puis qui la distinguent des autres, là. La genèse de ce projet-là, c'est moi qui étais nouvellement arrivé à l'Université de Moncton comme postdoc qui tardait à recevoir ma licence de recherche de cannabis. Puis en attendant de recevoir l'approbation de Santé Canada, parce qu'on pouvait faire pousser du chanvre, mais on ne pouvait pas faire pousser le cannabis de type drogue, hein, ce qui est complètement ridicule parce que le chanvre, c'est essentiellement la même chose que le cannabis. Tu peux avoir du chanvre qui produit du THC, du CBD, du CBC, bon, bref. Donc, on attendait la licence, puis j'étais nouvellement entré en poste, mais je pouvais pas partir des expériences avec le cannabis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, quel genre d'expérience in silico, juste avec les données génomiques sur l'ordinateur qui sont disponibles. J'ai fait mon parasite de recherche, hein, mon research parasite. Je suis allé tout simplement échantillonner dans les données publiques les génomes qui existaient, les génomes qui avaient été produits par d'autres équipes de recherche. J'ai pris ces génomes-là, puis j'ai regardé, je les ai comparés. Je les ai comparés avec d'autres espèces qui existaient déjà. Donc, on a pris le houblon, la fameuse plante dont je parlais, Trema orientalis puis Parasponia andersoni. On a pris différentes variétés de cannabis, différentes variétés de houblon. Puis j'ai mis ça dans une grosse moulinette bioinformatique. Puis j'ai regardé les différences dans les gènes et tout. Puis c'est un peu comme ça que le projet est né. Donc c'était vraiment une espèce de curiosité. Le but, c'était de dire, ma question de recherche, c'était qu'est-ce qui fait que le cannabis, c'est du cannabis puis que c'est pas une autre plante? Qu'est-ce qui distingue le cannabis sur le plan génétique des espèces les plus proches qu'on peut retrouver, qui, quand on les regarde, évidemment, sont pas du cannabis. Donc, c'est juste de la curiosité. Vous avez entendu François Olivier se traiter de parasite de la recherche? Cela mérite une petite explication. En 2016, il s'est fait traiter par une partie de la communauté scientifique de parasite de la recherche. Pourquoi? Eh bien, certains membres de cette illustre communauté n'aiment pas que des chercheurs passent à la moulinette des tonnes de recherches pour leur faire dire de nouvelles choses. Je me permets de recontextualiser l'événement. En 2005, John Ioannidis publie Why Most Published Research Findings Are False. Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux. C'est un des papiers de recherche les plus lus au monde. Le problème singularisé par Ioannidis est simple. Plus de 50% des recherches en sciences pures ne sont pas reproductibles. Et que fait François Olivier? Il décide de partager sur un site web approprié ses scripts bioinformatiques en langage Python pour que tous les autres chercheurs puissent avoir accès instantanément à ce qui se passe sous le capot de son travail. Son geste en 2016 était précurseur, très précurseur. Mais on l'a tout de même traité de parasite. Faut le faire quand même. On revient à notre sujet. L'odeur si particulière du cannabis existe pourquoi? A-t-elle une fonction évolutive particulière? Est-elle une simple adaptation de la plante à son environnement? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que j'ai collaboré des fois en relation amour, des fois en relation haine avec ces animaux-là, soit des mammifères, mais aussi beaucoup des insectes, parce qu'il y a énormément plus d'insectes herbivores que de mammifères herbivores. Puis, les insectes herbivores, c'est mes pires ennemis. Mais en même temps, la fonction, moi je pense les fonctions de ces molécules odorifiantes qui donnent le bouquet particulier que je dégage en tant que plante extrêmement prisée pour mon odeur, c'est sans doute un mélange de fonctions qui sont associées à la fois à la défense, mais aussi à la fois à l'attraction.
C'est difficile de dire comment j'étais au départ parce que je me souviens plus de ce que j'étais il y a des milliers d'années. Puis ce que je suis maintenant a été conditionné beaucoup par ce que les humains voulaient que je devienne. Donc, c'est sûr que ce que je sens maintenant a été beaucoup guidé par les envies des humains, mais pas forcément par la fonction écologique de mes molécules. Donc, c'est une question qui est difficile à répondre, mais je pense que le, est-ce que mon odeur est faite pour attirer ou pour répulser? Ben, je pense que c'est un mélange des deux, en fait. C'est que ça dépend de mon état physiologique qui va déterminer ce que je vais sentir et qui va déterminer ce que ça va faire sur mon environnement. Si, par exemple, je sais que quand je suis lourdement infecté par des pathogènes fongiques, par exemple, qui sont aussi des ennemis assez importants de mon espèce, n'est-ce pas? C'est souvent les prédateurs les plus féroces, les champignons qui vont faire nécroser mes tissus, qui vont et souvent me faire sentir différemment. Donc, j'ai l'impression que si je suis infecté par ces mauvais pathogènes-là, ben, je vais réagir en sentant différemment. Puis on peut sentir des plantes qui sont infectées par du botrytis, par exemple, ou du mildiou. Quand on rentre dans une production de cannabis infectée par le mildiou, immédiatement, ça sent. Ça sent fort, fort, fort le mildiou. On dirait que ça sent le mildiou, mais ça sent ma réponse terpénophénolique à l'infection du mildiou. Donc, je pense que ça, c'est un gros aspect de la raison de mon odeur. Mais après, peut-être que quand je suis heureuse, ben, je sécrète davantage certains composés qui vont permettre aux mammifères, par exemple, de vouloir me manger, puis de vouloir ensuite répandre mes graines un peu partout pour que je puisse me disperser. Donc, il y a plusieurs fonctions ici, là. On ne peut parler du cannabis en 2021 sans évoquer le SEC, le système endocannabinoïde, et un autre chercheur qui s'appelle Raphaël Mechoulam. Comme simple consommateur, j'avais une vision du SEC, du système endocannabinoïde, qui ressemblait à une autoroute. Hein? Il y a des véhicules à 4 roues sur une autoroute, mais il peut s'agir de plusieurs types de véhicules différents. Véhicules sport, véhicules utilitaires, etc. Il peut aussi circuler des motos ou des camions avec plusieurs essieux. Donc, plusieurs familles de véhicules différents. C'est une représentation enfantine d'un système découvert il n'y a même pas 50 ans. C'est mon excuse, pas la vôtre. Alors, le SEC sert-il uniquement aux cannabinoïdes ou aussi, comme sur une autoroute, on peut y trouver des molécules qui appartiennent à d'autres grandes familles? Ben ouais, c'est une question là, sur le plan, comment dire, quasiment métaphysique ou philosophique, existentiel. Je trouve ça extrêmement curieux que le système endocannabinoïde est prédaté le développement des phytocannabinoïdes dans la plante de cannabis comme telle, parce que comme je l'ai dit précédemment, la plante de cannabis a divergé de son ancêtre commun avec le houblon il y a 27 millions d'années. 27 millions d'années, c'est extrêmement récent dans l'histoire évolutive. La vie sur Terre existe depuis au moins 1,5 à 2, peut-être 3 milliards d'années. Alors, 27 millions d'années, c'est presque rien. Le système endocannabinoïde est présent chez tous les animaux sur Terre. Tous les animaux ont une forme de système endocannabinoïde, que ce soit avec des récepteurs principaux comme ceux que nous on a, ou que ce soit des récepteurs plus marginaux. Tous les animaux ont une forme de système endocannabinoïde qui leur permet de garder une forme d'équilibre physiologique à l'intérieur de leur corps. Donc, ça veut dire que l'ancêtre commun, fort probablement l'ancêtre commun de tous les animaux sur Terre, avait une forme de système endocannabinoïde. Donc, le système endocannabinoïde puis les cannabinoïdes étaient là avant la plante de cannabis. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Ça veut dire que des cannabinoïdes analogues à nos cannabinoïdes animaux ont pu exister ou ont pu être créés, en quelque sorte, par processus évolutif chez les plantes, tout comme il y avait aussi ce système-là chez les animaux. Donc, finalement, on est un peu
c'est là qu'on comprend jusqu'à quel point tous les êtres vivants sont reliés jusqu'à une certaine mesure les uns par rapport aux autres sur la Terre, parce qu'on est tous soumis finalement aux mêmes lois biologiques, bio-géophysiques, qui font qu'on finit par développer un peu les mêmes réponses à notre environnement. Dans ce cas-ci, ben, c'est des cannabinoïdes. Donc, ouais, c'est ça. Tous les animaux, puis particulièrement les vertébrés, donc tout ce qui a une colonne vertébrale, une symétrie bilatérale, un devant, un derrière, un côté gauche, un côté droit, ont ce système-là, qui est un système physiologique qui est vraiment à large spectre dans le corps, qui permet essentiellement, dans ce cas-ci, si on parle des mammifères, de garder la balance qu'on dit homéostatique. C'est-à-dire, c'est quoi l'homéostasie? C'est l'équilibre interne. C'est garder la température toujours constante, le pH, garder l'équilibre du glucose sanguin, garder l'équilibre des émotions, que ce soit la peur, l'apprentissage, la mémoire. Donc, toutes les fonctions physiologiques des organes, puis la cohésion entre ces organes-là, elle est déterminée en grande partie, ou elle est orchestrée par le système endocannabinoïde. Et puis, donc, à peu près tous nos systèmes physiologiques ont des molécules, comment dire, analogues dans le règne végétal qui sont capables d'activer ces systèmes-là. Donc là, on parle du système endocannabinoïde, mais c'est vrai avec le système de réponse aux opiacés. On sécrète des opiacés endogènes dans notre corps, les endorphines, qui finalement sont un peu analogues aux opiacés qu'on retrouve dans l'opium. Ben, c'est la même chose avec le cannabis. Sauf que, bon, le système endocannabinoïde est immensément plus complexe que le système de réponse aux opiacés, puis même c'est un système qui va venir conditionner puis coordonner la réponse aux opiacés. Donc, c'est vraiment une espèce de système principal qui chapeaute la plupart des réactions physiologiques dans notre corps. Puis, Raphaël Mechoulam, ben, quand il a essayé pour la première fois en 65, d'isoler le composé principal enivrant, si on veut, du cannabis, ben, c'était un peu à la recherche de ce type de molécules-là qui était, finalement, il savait que le cannabis était capable d'activer avec des composés chimiques qui étaient inconnus à l'époque, certains de nos systèmes dans notre cerveau, mais à l'époque, il ne savait pas, le système endocannabinoïde n'était pas découvert encore. On a découvert formellement le système endocannabinoïde que dans les années 80, mi-fin 80. Puis lui, ben, il était grosso modo 20 ans en avance de la découverte du système endocannabinoïde. Puis on a découvert les phytocannabinoïdes avant de découvrir les endocannabinoïdes et avant de découvrir les endorphines, puis tout le système de réponse aux opiacés. Donc c'est une des découvertes qui est, à mon sens, les plus importantes, parce que c'est ça qui a démarré toute la recherche puis l'acquisition de connaissances sur les cannabinoïdes, sur ce que ça fait dans notre corps et tout. Puis là, ben, on est encore dans les tout premiers balbutiements de notre création de connaissances à ce sujet-là. Mais je pense que Raphaël Mechoulam a été certainement le chercheur qui a initié ce mouvement-là d'acquisition de connaissances. Là. Ouais. Donc lui, c'est un chimiste, hein, donc il cherchait des molécules chimiques, puis c'était pas vraiment dans une perspective biologique systémique, là, mais il savait pas ce qu'il faisait, mais il faisait quelque chose d'important. Pour moi, c'est vraiment classique de la science. Si on regarde l'histoire, je suis vraiment pas un historien de la science, mais parce que j'ai un parcours scientifique, ben forcément, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université, aux études graduées, on voit quand même plein de faits historiques scientifiques parce qu'on apprend d'où viennent les connaissances qu'on a maintenant. Mais c'est un classique en sciences que en fait, c'est une belle leçon d'humilité pour les scientifiques dans la mesure où on pense toujours tout connaître, mais finalement, la science, c'est comme si on était dans une grande, grande pièce noire, puis que tout ce qu'on avait, c'est une lampe avec un faisceau lumineux qui éclaire juste une partie de ce qu'il y a autour de nous, puis on oublie un peu ce qu'il y a autour parce qu'on le voit pas, puis c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il est pas là, mais il y a plein de grandes découvertes comme ça qui, ne serait-ce que juste l'évolution, puis là, je voudrais pas comparer la découverte du système endocannabinoïde avec la découverte du processus évolutif, mais à l'époque où Darwin puis ses congénères ont trouvé, ont compris ce que c'était l'évolution, puis ont commencé à la décrire, ben personne n'acceptait, puis ça a pris des années et des années avant que les gens, autant dans le monde de la science que dans la société en général, acceptent le concept d'évolution. Puis même là encore,
c'est pas acquis partout, là, l'évolution. Il y a des gens qui pensent que c'est encore pas vrai, là. Donc ça montre à quel point c'est difficile de changer les mentalités. Puis c'est ça, ça montre aussi à quel point la science, parfois, peut être extrêmement conservatrice. C'est la même chose avec Copernic. Je veux dire, il a été emprisonné pour dire une réalité sur la structure du cosmos, puis la place de notre planète dans, dans l'univers, là, tu sais, puis il y avait des gens qui étaient fermement opposés à ces idées-là, puis qui disaient non, ça n'a pas rapport, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, ça se peut pas qu'on ne soit passé à côté de ces connaissances-là, alors que on passe toujours à côté de plein de connaissances en sciences, c'est comme ça que ça fonctionne, mais peut-être qu'on n'est pas assez humble comme société scientifique, puis que ça, c'est un peu des rappels à l'ordre. Mais très certainement que cette découverte-là, c'est une des plus importantes découvertes là, modernes, à mon sens, le système endocannabinoïde. Là. Ça nous permet de comprendre plein de choses qu'on ne comprenait pas avant, qui étaient inexpliquées. Là. Et la consommation non médicale, ça fait longtemps que ça existe? Ou s'agit-il encore une fois d'une catégorie artificielle? Ben moi, je pense que ce que j'étais au départ avant, c'était à la fois tout ça. Il y avait différentes populations. J'étais séparé en plein de populations. Certaines populations produisaient davantage de tel ou tel métabolite. Certaines autres populations étaient meilleures pour produire de la fibre. Et puis je pense que très rapidement, quand on m'a découvert, on s'est rendu compte de la multitude de mes vertus, de la multitude de mes capacités. Puis on m'a utilisé pour toutes ces choses-là en même temps. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui est arrivé. Je pense que de très, 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 aussi loin qu'on puisse se souvenir que j'ai intéressé les humains, je les ai certainement intéressés, entre autres, pour les propriétés enivrantes, parce que c'est c'est une recherche constante qui a toujours fait partie de la condition humaine et même, je dirais, de la condition animale que de chercher à altérer certains processus physiologiques dans le système nerveux central qui nous permet de changer notre perception du monde qui nous entoure. Je pense que du moment que les humains ont eu un cerveau, ils ont été capables de comprendre que s'ils faisaient telle ou telle chose, ben ça changeait de façon un peu rigolote ou transformante leur façon de voir je sais pas, leur relation sociale, leur place dans l'univers. Je pense que ça a toujours fait partie de la quête des humains que de chercher à transformer un peu leur processus psychologique pour comprendre mieux ce qui les entoure. Il n'y a pas de. C'est dur de comme donner, tu sais, parce que si on sait que ça fait 15 000 ans qu'on m'utilise comme plante, il y a 15 000 ans, les humains ils rapportaient pas par écrit ce qu'ils faisaient. Parmi toutes les rencontres que le cannabis a pu faire au cours des siècles avec des gens de science, il y en a une qui est peu connue, mais qui fut déterminante pour la suite des choses. Mais qui donc est ce William Brooke O'Shaughnessy? Ça a été le fun parce que ça a été une redécouverte de mes capacités médicales, en fait, parce que l'Occident m'a boudé pendant longtemps, mais ils m'ont oublié, ou ils ne me connaissaient pas, ou ils n'ont pas pris la peine de s'intéresser à ce que les anciens ont fait de ma nature, mais essentiellement, William Brooke O'Shaughnessy m'a redécouverte via l'usage classique des populations locales en Inde qui, parce qu'elles n'avaient pas forcément accès à des soins de santé toujours, utilisaient les plantes médicinales qui poussaient autour de ces populations-là. Puis moi, j'en faisais partie, évidemment, parce que ça fait des millénaires que j'ai colonisé ces lieux biogéographiques-là. Donc, ce que William Brooke O'Shaughnessy a fait, en fait, c'est un médecin, chimiste, physiologiste, qui s'intéressait beaucoup à la relation plante-humain locale, puis qui était dirigeant d'un hôpital en Inde qui, je me demande si c'était pas au Bengale, mais je crois que ce détail-là m'échappe, mais bon, peu importe. Et puis, il s'est rendu compte que la population locale m'utilisait dans différentes conditions, puis ça a piqué sa curiosité parce qu'il s'est dit, comment ça, des gens qui ont différentes conditions vont tous utiliser plus ou moins le même type de remède.
Puis c'est le premier finalement à avoir fait des tests cliniques. Bon, je ne sais pas si c'était des tests cliniques classiques autorisés par les autorités à l'époque, mais bon, dirigeant d'un hôpital en Inde, il pouvait faire ce qu'il voulait. Hein. Donc c'est là qu'il s'est mis à tester des préparations de cannabis qui étaient faites avec mes feuilles, avec mes fleurs, qui étaient mises dans l'alcool, macérées, puis ensuite qui étaient administrées sous forme de teinture mère à différents types de personnes, que ce soit des gens qui souffrent de choléra, de tétanos, de différentes affections gastro-intestinales, et puis qui se rendaient compte que finalement, ben, ça leur permettait de survivre par rapport aux gens qui en consommaient pas. Donc, William Brooke O'Shaughnessy, grâce aux concoctions qu'il a préparées avec certaines de mes portions anatomiques, a réussi sur papier, documenté dans des publications officielles, à guérir carrément des gens qui avaient contracté des pathogènes très sérieux qui pouvaient les faire mourir. Qui essentiellement les faisaient vider de leur fluide corporel, mais parce qu'ils consommaient les teintures au cannabis, ben, retrouvaient en quelque sorte l'homéostasie qui était perdue par les infections, retrouvaient du sommeil, retrouvaient la capacité de boire de l'eau, retrouvaient la capacité de manger, et c'est ce petit boost de force qui finalement permettait aux humains de combattre l'infection, de la purger, puis ensuite de continuer à faire leur vie. Donc c'est avec ces observations-là, très pragmatiques, documentées, publiées, que William Brooke O'Shaughnessy a ramené tout le savoir que l'Occident avait perdu en quelque sorte au fil des années de savoir sur la plante de cannabis, puis l'a ramené dans sa société européenne pour l'utiliser finalement, donc des années milieu fin 1700, 1800 jusqu'au début de l'ère d'industrialisation, puis après jusqu'à la prohibition qui s'en est suivie, évidemment. Ouais, en fait, ça a été le précurseur à Meshulam, finalement, parce que lui, c'est ça, c'était un peu, c'était avant les années 1900, donc c'est un peu lui qui a réintégré l'idée d'utiliser la plante de cannabis pour différentes conditions différentes conditions de santé, différentes conditions de déficience de la santé. Puis c'est important de le rappeler, c'est William O'Shaughnessy est le père de la médecine moderne parce que c'est lui qui introduit à l'Occident le concept de soluté, d'injection intraveineuse. C'est le premier qui a pensé à injecter quelque chose directement dans le sang pour rétablir l'état de santé d'une personne, entre autres juste redonner un sérum physiologique quand les gens ils se déshydrataient, parce que lui il voyait beaucoup de cas de choléra, puis de toutes sortes d'infections justement gastro-intestinales qui étaient transmises chez les humains par une mauvaise qualité de l'eau, entre autres, parce que les populations n'avaient pas accès à des conditions sanitaires adéquates en Inde. Donc lui, c'était sûr que c'était un de ses chevaux de bataille parce que c'était ce à quoi il était le plus exposé. Donc il a réfléchi un peu puis il s'est dit ouais, mais si on injecte des choses directement dans le sang, peut-être que là ça va être plus efficace. Donc la thérapie intraveineuse n'existait pas avant William Brooke O'Shaughnessy. Alors c'est pas quelqu'un qui avait des mauvaises idées, si on peut dire. Donc s'il a pensé à ces idées-là fondatrices sur la médecine moderne, ben peut-être qu'il faudrait aussi écouter ce qu'il avait à dire sur le cannabis. Ces idées sur le cannabis n'étaient pas mal fondées ou n'étaient pas mauvaises. Donc, ouais. O'Shaughnessy, entre quelques allers-retours entre l'Inde et l'Angleterre, eh bien, il trouve le temps d'inventer un moteur électrique. Il sera aussi responsable de l'installation de plus de 6000 kilomètres de télégraphes à travers l'Inde. Un incroyable destin oublié qui sera peut-être de nouveau découvert, comme le cannabis, qui, lui, a dû subir, en plus, une prohibition. Alors, dis-moi, cannabis, quelles sont les principales raisons de cette prohibition, selon toi? Ben, des raisons racistes, des raisons technologiques, puis des raisons économiques. Ce seraient les principales raisons.
des raisons qui étaient pas basées sur des preuves scientifiques ou qui étaient pas basées sur des relations physiologiques, biologiques, qui étaient basées sur des impératifs moraux, des impératifs économiques, des impératifs de société qui étaient dans d'autres modes de pensée. Donc, on a oublié parce que, bon, les gens avaient des préjugés sur les populations qui étaient en situation défavorable, inadéquate, mais qui utilisaient la plante pour régler toutes sortes de problèmes qui n'étaient pas réglés par les infrastructures locales. C'est des gens qui souvent étaient pauvres, étaient en mauvaise santé, qui consommaient du cannabis parce que ça les aidait à régler certains problèmes de santé, mais qui étaient marginalisés. Donc, on associait leur consommation à leur mauvaise place marginale dans la société. Puis, on faisait des amalgames qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, c'est un peu pour ça. Puis après, dans les années 30, 40, 50, 60, après, quand il y a eu le développement de la pharmacothérapie avec l'industrie pharmaceutique, on s'est rendu compte qu'on était capable d'avoir des produits de synthèse qui étaient peut-être plus stables que les produits de la plante. Puis qu'on a décidé de favoriser ce type de production-là pour avoir une action plus standardisée sur la santé des humains, finalement, mais sauf que ce qui est important de rappeler, c'est que on n'a pas réussi à bien standardiser les produits du cannabis parce que on n'a pas écouté les populations locales qui savaient comment bien faire pousser les plantes, puis on a préféré, enfin les humains ont préféré, les humains occidentaux ont préféré essayer de faire pousser la plante puis la transformer selon leurs règles de jeu, selon leur façon de voir les choses, qui étaient inadéquates. Puis ça donnait des produits qui étaient de mauvaise qualité. Puis parce que ça donnait des produits de mauvaise qualité, là, ils disaient c'est pas des produits qui sont efficaces. c'est un classique très, très caractéristique de l'humain. Hein. Et si le cannabis pouvait parler, comment les plants de pot, entre eux, s'interpellent-ils? Hé, cultivar, ça va bien? Oui, très bien. Et toi, Kémovar? Pour comprendre les plantes, on peut penser qu'il est utile de s'intéresser à leur langage. On s'identifie en tant que lignée, si on veut être très fondamentaliste, de lignée évolutive. Donc, une lignée de cannabis qui produit tel ou tel composé. Mais de façon plus générale, parce que là, ça c'est en nous, les plantes, on se connaît bien, mais si on veut l'adapter aux pauvres êtres humains un peu limités, on pourrait dire que finalement, il existe deux grands types de cannabis. Le type drogue, donc qui va causer des changements psychotropes dans le cerveau humain. Et puis il y a le type fibreux, donc le type qui est plus chanvre, donc qui va produire des graines à valeur ajoutée en gras oléagineux, en oméga 3, en protéines, des plantes qui vont produire davantage de fibres, qui vont pouvoir être utilisées pour faire toutes sortes d'outils technologiques, de matériaux et autres. Puis maintenant, à travers le type, à travers ces deux grands types-là, qui sont essentiellement drogue versus chanvre, là, il y a, on pourrait dire, 5 types de cannabis, de type 1 à type 5. Type 1, c'est qui produit du THC, uniquement du THC, comme cannabinoïde principal. De type 2, qui produit à la fois du THC et du CBD. De type 3, qui produit uniquement du CBD, là, en forte majorité. Le type 4, qui produit que du CBG. Et le type 5, qui ne produit pas de cannabinoïdes. Puis le type 5, puis après, c'est ça, tu peux avoir, dans le fond, là, il y a toutes les distinctions qui existent. Tu pourrais avoir un type fibreux, mais qui produit un peu de CBD. Donc là, ce serait un type fibreux de type 3. Tu peux avoir un type drogue qui produit juste du THC ou un type fibreux qui produit juste du CBG. Donc après, c'est les humains qui aiment ça, toujours tout catégoriser, mais en fait, la nature, c'est un continuum d'un extrême à un autre, puis on a toutes les variantes de couleurs entre les deux, puis souvent la ligne est mince entre un type ou un autre. Donc, mais pour se rabaisser au cerveau humain, il faut faire des catégories.
Donc, on pourrait dire des chimiovariétés ou des chémovores, parce que le type 1 produit un certain assemblage assemblage chimique qui est caractérisé par une prépondérance de THC, par exemple. De plus en plus dans la littérature scientifique, là, quand on parle quand on fait des analyses de génomique, par exemple, ou justement de phénotype ou de chémotype, ben on dit on a utilisé tant de plantes de type 1, c'est-à-dire là on sait que ça produit du THC, ou tu sais, c'est ça, finalement, il y a pas, je pense pas qu'il y a personne qui a dit, OK, là, écoutez, moi, je vais faire un ouvrage qui définit comme tel comment on va appeler ça maintenant. Puis il y a encore des gens qui utilisent des systèmes alternatifs comme Clark and Merlin, puis Nick Pertland, qui sont des auteurs plus botaniques, là, puis moins génomiques un peu, qui eux autres utilisent un système plus morphologique. Là. Ils disent il y a le type de cannabis à grosses feuilles, petites folioles, le type drogue à grosses feuilles, petites folioles, le type chanvre à grosses... Mais c'est pas très représentatif de la génétique puis du profil biochimique des plantes. Là. Ce qui est le plus fondamental, c'est type 1 à 5. Mais après ça, attends, ça c'est compliqué. Tu peux avoir le type 1, de type drogue, de type 1, mais qui produit un assemblage de terpènes. Puis là, tu as plusieurs types de type drogue, type 1, un qui sent plus les fleurs, un qui sent plus l'ail, un qui sent plus le poivre. Donc là, c'est compliqué de faire des catégories. Comme je disais, la nature, elle fonctionne pas comme ça. Le législateur québécois a peur du cannabis. Il n'est pas le seul à vivre avec une peur irrationnelle qui n'est pas ancrée dans la science, mais ses actions ont des conséquences larges et pleines de ramifications. Cette peur a poussé déjà le gouvernement à poser plusieurs séries de gestes incohérents. Oui, la peur qui réduit la capacité de réflexion est toujours mauvaise conseillère. Simultanément, par un effet de miroir classique, on accuse le cannabis d'être responsable de perturber la santé mentale des consommateurs. C'est drôle parce que souvent les gens qui disent les plus grosses obscénités à mon sujet sont ceux qui me connaissent le moins bien, mais comme j'essaie de le démontrer depuis des milliers d'années avec ma relation en lien avec les humains, c'est que justement la réponse qu'on veut bien me donner en me consommant dépend d'une interaction complexe qui s'exerce entre les caractéristiques de la personne qui me consomme, son environnement dans lequel il me consomme, et puis et mon contenu moléculaire. Donc, toutes les réponses comportementales chez l'humain, toutes les réponses neuropsychologiques ou neuropsychiatriques dépendent d'une interaction gène-environnement. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que l'humain a en lui comme bagage génétique, c'est quoi l'histoire ancestrale de la personne qui consomme la plante, ou peu importe la molécule psychoactive qui va changer ses voies physiologiques dans le corps, dans son cerveau, et puis dans quel contexte c'est consommé ça, et puis qu'est-ce qui est consommé comme tel. Donc c'est très inexact sur le plan biologique, cette idée monomaniaque comme quoi une substance a un effet en particulier. Et spécialement dans le cas du cannabis, puisque le cannabis, ou enfin les molécules que je produis de phytocannabinoïdes, alcaloïdes et autres, vont interagir avec les centaines de composantes du système endocannabinoïde qui est chargé de rétablir constamment la balance. Donc, s'il est capable de rétablir la balance, c'est qu'il est capable d'aller dans un sens ou dans l'autre, tout dépendant dans quel sens est allé le métabolisme et puis la physiologie de la personne. Si, là c'est un exemple de bête, mais je ne sais pas moi, si le pH est sous les niveaux qui devraient être, ben, le système endocannabinoïde va être chargé de rehausser le pH pour le remettre à une valeur physiologique adéquate. S'il est trop haut, ben, il va être chargé de le remettre vers le bas. C'est la même chose avec les comportements. Ça peut donc être soit anxiogène ou anxiolytique. Si c'est capable de créer de l'angoisse, c'est capable d'enlever l'angoisse aussi. Mais tout dépend de qui me consomme, dans quel contexte c'est fait, quelle est l'histoire de cette personne-là, puis quelle est la génétique de cette personne-là,
puis qu'est-ce qu'elle consomme de moi exactement, en quelle quantité, sous quelle forme, avec quel mode d'administration. Donc, toutes ces composantes-là sont extrêmement importantes pour comprendre la réponse d'une personne. Puis ça souvent c'est oublié ou c'est mis de côté parce que c'est souvent un peu trop complexe à bien définir puis à prévoir. Mais l'idée monomaniaque comme quoi je donne un effet en particulier très intense, c'est une idée achetée aux poubelles. C'est une idée qui est basée sur certaines observations scientifiques, certainement, mais c'est pas une idée qui est très riche sur le plan scientifique puis sur le plan biologique, qui tient pas compte de la réalité du terrain. Puis effectivement, s'il y a des jumeaux qui ont presque exactement la même génétique, bon, à quelques changements près, puisque là, on va pas se mettre à parler d'épigénétique et quoi que ce soit, mais qui ont essentiellement la même génétique fondamentale, si un est élevé dans un environnement et l'autre est élevé dans un autre environnement, puis que les deux consomment des drogues psychotropes, ça se peut que les deux n'aient pas la même réponse, parce qu'ils n'ont pas été élevés dans le même environnement. Le cannabis a beaucoup de talents qui s'expriment à travers des molécules dont l'extraction peut prendre de multiples formes. Existe-t-il, dans le respect de la plante, une hiérarchie des modes d'extraction? J'ai pas de préférence parce que je pense que j'ai un usage spécifique sous chacune de mes formes. Puis j'aime bien servir les intérêts puis les besoins de toutes les sortes de personnes qui peuvent bénéficier de mes services biochimiques. Mais certainement que les extraits qu'on peut faire de moi sont... il y en a qui sont potentiellement très chargés, très concentrés. Donc, c'est ceux que j'aurais tendance à préférer un peu moins, puisqu'ils vont avoir un impact très, très grand sur les systèmes physiologiques des gens qui vont me consommer. Donc, c'est à consommer avec plus de rigueur, plus de retenue, puis dans certains contextes très spécifiques, donc tout ce qui est chargé là, à 75% et plus en THC, par exemple, c'est sûr qu'il faut savoir les consommer, puis il faut savoir le mode de consommation aussi. Mais j'aurais tendance à penser que oui, bon, on peut me fumer, ça c'est la façon la plus simple de me consommer, mais les usages qu'on peut faire de mes extraits sont beaucoup plus riches parce que on peut faire essentiellement n'importe quoi avec des extraits. Les extraits de cannabis sont la matière première de n'importe quoi qu'on peut penser faire avec du cannabis. Donc tous les produits transformés sont faits à base d'extraits. On peut me mettre dans des huiles pour me diluer puis consommer plus régulièrement. On peut me mettre dans des topiques, dans des crèmes. On peut me mettre dans des suppositoires où on peut m'ingérer aussi sous forme extraite, par exemple. Donc, ouais, les top 3, je dirais, ce serait le kiff, le hashish et finalement, des huiles plus concentrées. Et ce fameux effet d'entourage, s'agit-il d'un mirage? Pourquoi le cannabis doit encore et toujours refaire cette preuve? Ouais, c'est drôle parce que l'effet d'entourage, à la base, bon, il y a des gens qui disent ça existe pas. Il y a comme des fois des débats dans la littérature, des débats un peu inutiles dans la littérature à ce sujet-là, mais l'effet d'entourage a été décrit pour la première fois dans les années 90 par des groupes de chercheurs israéliens, évidemment, parce que c'est eux qui m'aiment le plus, pour décrire non pas l'entourage moléculaire en moi, dans la plante, mais pour décrire l'entourage moléculaire qui caractérise le système endocannabinoïde. Donc, le phénomène d'entourage est un phénomène biochimique physiologique qui, à l'origine, a été décrit qui a été avancé pour décrire comment fonctionne le système endocannabinoïde. Donc, le phénomène entourage, c'est un phénomène c'est une composante qui est propre, entre autres, au système endocannabinoïde. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est, qu'on pourrait dire, qui est multiligand et multicible. C'est-à-dire qu'il y a
des centaines de composés qui sont produits par l'humain, qui vont interagir avec des centaines de récepteurs différents qui sont à la surface des cellules. Et donc, les molécules produites, les ligands et leurs récepteurs, c'est un peu comme une serrure, une clé et leurs serrures respectives, où chacun des ligands va activer le récepteur pour lequel il est produit, puis ça va donner une réponse concertée de l'ensemble des tissus puis l'ensemble des cellules. Donc, finalement, le phénomène d'entourage, c'est simplement une façon de décrire la multitude de composés produits par le système endocannabinoïde, dont les endocannabinoïdes, qui vont activer leurs récepteurs respectifs et qui vont créer une réponse physiologique à large spectre dans le corps. Maintenant, on peut utiliser ce phénomène-là pour décrire aussi ce qui se passe en moi, dans la plante, c'est-à-dire que puisque je produis des composés biochimiques qui sont analogues aux endocannabinoïdes, ben, je peux donner une réponse dans le système endocannabinoïde qui est analogue à la réponse endogène de l'humain. Donc, tous les cannabinoïdes que je produis sont des molécules qui sont reliées, qui présentent une certaine redondance sur le plan fonctionnel, sur le plan biochimique, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'activer plus ou moins les mêmes récepteurs. Donc, des centaines de molécules que je produis vont pouvoir activer des dizaines, voire des centaines de récepteurs dans le corps humain. Donc, c'est un peu ça que ça décrit le phénomène d'entourage. Donc, de dire que ça n'existe pas, c'est un peu de fermer les yeux sur une réalité biologique fondamentale qui est déjà décrite. Donc, le phénomène d'entourage existe, puis il est déjà décrit, puis facilement démontrable, c'est-à-dire activer plusieurs cibles avec plusieurs ligands en même temps. C'est ça le phénomène d'entourage. Les humains consomment le cannabis de façon médicale depuis toujours. Pas une seule molécule, là, hein? Non, un cocktail de molécules qui se retrouvent dans chaque fleur, évidemment, dans des proportions différentes. Alors, comment réconcilier le cannabis avec la pratique de la médecine moderne qui fait des choses remarquables, tout en favorisant l'équation une molécule égale la solution à un problème? Ben, je peux leur dire que je sais que par expérience, de mon expérience riche avec les humains au fil des millénaires, je pense que certains de mes composés, peut-être le THC isolé seul, le CBD isolé seul, certaines molécules de terpénoliques isolées seules peuvent éventuellement régler peuvent interagir ou, disons, affecter de façon bénéfique certaines conditions de santé, mais pas toutes les conditions de santé. Puis je pense qu'il y a place à la diversité, puisque c'est un peu ce que j'essaie de transmettre par ma nature même, c'est la diversité de molécules, la diversité de variétés de cannabis, mais la diversité de solutions à une diversité de problèmes aussi. Certains problèmes vont trouver réponse avec une molécule ou deux, mais certains autres problèmes vont trouver réponse avec une multitude de produits métaboliques que je sécrète. Puis je pense qu'il faut ouvrir son esprit à être capable d'utiliser l'une ou l'autre des approches pour régler des problèmes complexes qui peuvent présenter des différences les uns par rapport aux autres. Le cancer, par exemple, je pense que comment on fait pour agir de façon bénéfique sur les populations de cellules cancéreuses avec des extraits de cannabis, ça va être avec des extraits très spécifiques, ciblés d'un faible assemblage de molécules, 2-3 molécules qui vont avoir un impact positif sur la propagation, la cytotoxicité des cellules cancéreuses. Alors que pour régler des problèmes qui sont davantage d'ordre des problèmes chroniques, des problèmes comportementaux, des problèmes de qualité de vie, ben là, il faut un assemblage plus diversifié de molécules. Donc, vous voyez, deux problèmes différents avec deux solutions différentes, mais qui passent par quoi? La diversité. Et la consommation non médicale, comment l'envisager dans le respect de la plante et de soi-même? Existe-t-il un dénominateur commun dans cette pratique universelle, pourtant encore interdite, sur l'immense majorité de la planète Terre? Bien, encore, je réponds par le même mot qui est la diversité. Je pense qu'il y a plusieurs façons de me consommer, mais chacune de ces façons-là de me consommer apporte des réponses différentes pour des besoins différents ou pour des envies différentes. Donc, je pense que le but dans ce cas-ci, ce serait de m'utiliser de façon diversifiée
pour pouvoir avoir un impact qui est, encore une fois, qui est diversifié, mais qui est pas forcément nocif parce qu'on varie les modes de consommation, les modes de préparation, puis quand on varie ça, ben on varie aussi les doses. Donc, c'est pas toujours le même mode d'administration avec une forte concentration, par exemple. Ben, c'est ce que je m'efforce de faire, mais dans une société qui se polarise davantage d'année en année, je sais pas quel impact je peux avoir, mais certainement que c'est le message que je désire envoyer comme plante, comme agent naturel, qu'il faut miser davantage sur la diversité. Ouais. OK, c'est le temps de conclure. Et j'aimerais revenir à mon point de rencontre initial avec François-Olivier Hébert, la clinique La Croix-Verte. J'avoue que ma compréhension du dossier du cannabis médical au Canada est incomplète. C'est un sujet sur lequel Top Pot va revenir, car si le cannabis médical a connu son heure de gloire au Canada, ce n'est plus le cas, et on peut même peut-être évoquer aujourd'hui une régression. Mais c'est une saga pour une autre fois. François-Olivier Hébert est le directeur scientifique de la clinique La Croix-Verte. Je me permets de partager avec vous un chiffre, juste pour vous montrer l'implication de la Croix-Verte pour développer des solutions sur mesure. Savez-vous combien de préparations différentes de suppositoires de cannabis offre la Croix-Verte? 35. Oui, 35. On peut parler de diversité là aussi. Dans le contexte de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai demandé à François-Olivier de me raconter, si le cannabis pouvait parler, ce qu'il dirait de la clinique La Croix-Verte, qui, soit dit en passant, est toujours fermée depuis le raid effectué en décembre 2021, laissant ainsi des milliers d'humains sans solution pour leurs problèmes de santé. Donc, si le cannabis pouvait parler, que dirait-il de la clinique La Croix-Verte? Ben, moi, je pense que la Croix-Verte, c'est certainement parmi les humains modernes qui ont le plus compris la philosophie que je tente d'évoquer par ma nature même. C'est-à-dire, encore une fois, on revient là-dessus, mais c'est important, la diversité. La diversité de solutions à une diversité de gens qui démontre finalement que tout le monde peut bénéficier d'une façon ou d'une autre dans un contexte de santé, de consommer tout un éventail de produits qui sont préparés à partir de différentes portions anatomiques de la plante de cannabis. Puis je pense que c'est des gens qui ont compris finalement l'étendue de la relation plante-cannabis, puis qui appliquent la richesse puis l'étendue de la relation plante-cannabis aussi à la relation humain-humain, qui met de l'avant beaucoup la communication, l'échange, l'entraide avec les gens, mais pour les gens, puis par les gens. Donc, c'est sûr que ça, c'est je pense, une philosophie qui se rapproche le plus de la relation intime puis fondamentale que l'humain entretient avec la plante de cannabis. Prendre le temps d'écouter ce que les gens ont à dire, comment ils se sentent. Donc, c'est un peu ça qu'on fait quand on consomme différentes portions anatomiques de mon corps, de ma morphologie, n'est-ce pas? On prend le temps de me consommer, d'écouter ce que je fais, ce que je dis dans le corps. Ben, c'est un peu la même chose quand on est en face d'un être humain. Puis je pense que c'est la base même de comment interagir en société, puis juste dans la nature, hein, c'est-à-dire respecter la communauté, travailler en groupe, s'écouter, s'entraider. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est que c'est comme ça qu'il faut entretenir nos relations. Les gens, ils peuvent bien décider de dire ou de penser ou de faire ce qu'ils veulent, mais n'empêche que les faits sont là quand même malgré tout. Même si les gens disent que la plante de cannabis est dangereuse, toxique et addictive, les faits sont là pour démontrer le contraire. Donc, c'est un peu la même chose avec la clinique La Croix-Verte. Si les gens disent que c'est des fraudeurs, usurpateurs, pas à leur place ou quoi que ce soit, ben il y a des milliers de gens qui, depuis des années, s'approvisionnent en soins, en encadrement, puis en produits là, qui disent le contraire, puis qui témoignent le contraire aussi. Donc, l'important, c'est de faire ressortir.
de montrer un peu c'est quoi la réalité finalement. C'est quoi cette réalité-là? Ben, c'est des milliers d'êtres humains qui ont toutes sortes de problèmes physiologiques, comportementaux, émotionnels, qui ils trouvent leur compte en allant chez les professionnels de la Croix-Verte, en étant écoutés, en étant encadrés, en étant supportés, à la fois par le personnel, mais par toute la communauté de gens qui s'approvisionnent là et qui sentent qui sont chez eux finalement, qui vont à un endroit dans lequel ils sont confortables, dans lequel ils peuvent consommer des produits qui leur font du bien dans leur corps puis dans leur esprit. Certains seraient sans doute plus là, ils seraient plus parmi les vivants s'il n'y avait pas eu accès à ces soins-là puis à ces produits-là pendant des années. Qu'est-ce qu'elle offre que les autres n'offrent pas? Très certainement, c'est cette approche humaine-là, d'écouter les gens, de prendre le temps, d'avoir des soins personnalisés, de tenir compte du contexte de la personne, ce qui est de plus en plus vrai aussi dans les soins de santé plus modernes, où on essaie de s'aligner vers la médecine intégrative, la médecine de précision, la médecine personnalisée. Tout ça, c'est des buzzwords, c'est des mots qui sont super prisés en ce moment dans les débats de société sur le système de santé, puis même dans la littérature scientifique. Donc, c'est un peu ce que fournit la Croix-Verte, mais de façon très organique. C'est-à-dire en étant très respectueux de comment les gens pensent puis de comment ils se sentent, ce qui n'est pas souvent le cas dans le système plus mainstream, public, si on veut. Donc cette approche-là personnalisée, combinée à des produits de haute qualité qui sont eux aussi personnalisés, fait en sorte que finalement on se trouve encore à jouer sur le thème de la diversité. Puis c'est ce qui plaît aux gens. Puis c'est pour ça qu'il y a tellement de gens diversifiés qui vont s'approvisionner là, c'est que ça l'offre une forme de sécurité, ouais, puis de bien-être, entre autres. Quel épisode! D'abord, un énorme merci à François Olivier, qui n'a pas hésité une seconde à partager ses connaissances dans un contexte de diversité des approches. Eh oui. J'aime reprendre cette notion de diversité qui semble omniprésente dans l'écosystème du cannabis. De la plante aux usages, en passant par les usagers et les motivations individuelles, la diversité apparaît comme un signal fort et omniprésent. La stagnation des effets se corrige aussi par la diversité, tout le monde sait ça. Quand le buzz s'amoindrit, la solution est toujours d'en appeler à la diversité des cultivars. L'effet d'entourage, à sa façon, est aussi un hommage à la diversité des molécules dans ce cas-là. L'utilisation du cannabis dans le coffre à outils de la médecine moderne est également un appel à la diversité. Impossible de penser au cannabis également sans évoquer la diversité des producteurs dont la réputation, pensons à l'Afghanistan, dont la réputation survit aux guerres et à la propagande. L'origine du mot diversité nourrit l'idée même de la contribution du cannabis à l'épopée humaine. Diversité vient du latin divertere, qui veut dire « aller dans une autre direction ». Impossible de se tromper, tous les chemins mènent au cannabis. Et voilà, c'était le 91e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.